200 trilliards, c'est à peu de choses près le nombre d'étoiles dans l'univers observable. Ou autrement dit, un 2 suivi de 23 zéros. Un nombre impossible à se représenter pour nous, mais dit autrement, il y a 2 fois plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable sur Terre. L'écran sur lequel vous regardez cette vidéo, la plante verte en train de mourir sur le rebord de votre fenêtre, et même vous, êtes fait des atomes qu'elles ont dispersés dans l'espace au moment de leur mort. Et c'est grâce à l'une d'entre elles que notre espèce a pu voir le jour, évoluer pendant des milliards d'années, pour finalement étudier ces astres et les classer dans des diagrammes au nom imprononçable. Parce que oui, si vous pensez que toutes les étoiles ressemblent trait pour trait au Soleil, eh ben vous êtes pas prêt pour ce qui va suivre. Si vous regardez cette vidéo dans les 500 à 1000 prochaines années, vous êtes sans doute né sur Terre, une planète qui orbite autour du Soleil, une énorme boule de plasma à peu près 300 000 fois plus massive que notre planète. Les étoiles qui sont similaires au Soleil font partie de la séquence principale, c'est-à-dire qu'elles fusionnent de l'hydrogène en hélium dans leur cœur pour créer de l'énergie et de la lumière. Le truc c'est que ce type d'étoiles sont assez rares. En fait, elles ne représentent qu'environ 7% de toutes les étoiles de la Voie lactée. La majorité étant des naines rouges, des étoiles beaucoup moins massives et beaucoup moins lumineuses que le Soleil. Mais du coup, si on veut comprendre comment tout ça marche, on doit s'intéresser au diagramme de Hertzsprung-Russell, que à partir de maintenant j'appellerai le diagramme HR, et je pense que vous comprenez pourquoi. Bref, le seul truc à retenir, c'est qu'elles sont classées en fonction de leur type spectral. C'est-à-dire que plus une étoile se situe en bas à droite, plus elle sera sombre et froide. Et plus elle sera en haut à gauche, plus elle sera chaude et lumineuse. Les étoiles comme le Soleil se trouvent dans la classe G, qu'on appelle aussi les naines jaunes. Ce genre d'étoile a une durée de vie d'environ 10 milliards d'années. Le Soleil, par exemple, est âgé de 4,6 milliards d'années et environ à la moitié de sa phase de naine jaune. Et quand il tombera à court d'hydrogène dans 5 milliards d'années, c'est là que les choses vont devenir intéressantes. Donc comme vous l'avez compris, les étoiles tiennent plus du réacteur nucléaire que de la boule de feu. Pendant leur phase dans la séquence principale, donc c'est-à-dire quand elles fusionnent de l'hydrogène en hélium, les réactions du cœur et la pression gravitationnelle maintiennent la structure de l'étoile et l'empêchent de s'effondrer sur elle-même. Mais quand elle aura consommé toutes ses réserves d'hydrogène, la pression de l'hélium va faire gonfler les couches extérieures du Soleil. D'abord doucement, pendant 500 millions d'années, puis de plus en plus vite jusqu'à ce qu'il atteigne sa phase de géante rouge. Il est alors 2000 fois plus lumineux, 100 fois plus gros et englobe l'orbite de Mercure, de Vénus et peut-être même celle de la Terre. Ça on n'est pas sûr encore. Mais certaines étoiles peuvent atteindre un rayon 200 fois supérieur pendant leur phase de géante rouge. À cause de leur taille et de leur luminosité qui augmente, on pourrait croire qu'elles deviennent aussi beaucoup plus chaudes, mais en réalité, c'est l'inverse. Si pendant leur phase de naine jaune, elles ont une température de surface d'environ 5 à 6000 degrés, elles tombent à 3000 pendant la phase de géante rouge. Dans le même temps, l'étoile se met à perdre de la masse sous forme de vent solaire ou de flash d'hélium, en gros d'énormes explosions dans les couches autour du cœur, et elle sera au final 2 fois moins massive que ce qu'elle était au départ. Et enfin, la matière éjectée forme une nébuleuse planétaire qui, comme son nom ne l'indique pas, n'a rien à voir avec les planètes, mais qui est un nuage de gaz qui servira à la formation de nouvelles étoiles. Ça, c'est le cycle de vie de la plupart des étoiles dans l'univers. Mais c'est pas fini, parce qu'à ce moment-là, l'étoile n'en est qu'au tout début de sa vie. Et ça tombe bien, parce que c'est justement la prochaine entrée de l'iceberg. Là, c'est le moment où on commence à rentrer dans les trucs vraiment intéressants. Parce qu'à partir de la fin de la phase de géante rouge, les réactions nucléaires du noyau s'arrêtent et il n'a plus d'énergie pour contrebalancer la gravité. L'étoile s'effondre sur elle-même pour former une naine blanche, qui sont les restes du noyau compressés dans une sphère de la taille de la Terre, mais qui ont la même masse que le Soleil. Pour vous donner une idée, le noyau est tellement dense qu'une cuillère à café de la matière qu'il compose pèserait environ 5 tonnes sur Terre, soit le poids d'un éléphant adulte. Les naines blanches sont extrêmement chaudes à cause de l'énergie qu'elles ont emmagasinée pendant l'effondrement de leur cœur. À leur naissance, elles tournent autour de 50 000 degrés. Mais comme elles ne produisent plus aucune réaction nucléaire, elles sont destinées à refroidir très lentement. Tellement lentement en fait qu'on pense que pour l'instant, aucune naine blanche ne s'est totalement refroidie depuis le début de l'univers. Après c'est un peu normal parce que ce processus pourrait prendre jusqu'à 100 milliards d'années, soit un peu plus de 7 fois la durée de la vie de l'univers. À ce stade-là, le cœur n'est plus qu'une boule de matière froide et sombre qui n'émet aucun rayonnement et aucune chaleur et qu'on appelle une naine noire. On a de bonnes raisons de penser que ce sera le destin de 97% de toutes les étoiles de l'univers. Et comme nos modèles actuels prévoient qu'à un moment, il n'y aura plus assez de gaz dans le cosmos pour que de nouvelles étoiles se forment, ces naines noires seront les seules preuves qu'un jour, les étoiles similaires au Soleil étaient des milliards dans l'univers. Ok, maintenant on monte d'un cran dans le diagramme HR avec les étoiles de type B. Des étoiles 2 à 16 fois plus massives que le Soleil et qui ont une température qui varie entre 10 et 30 000 degrés. Mais les vrais mastodontes, c'est les étoiles de type O, qui elles sont 15 à 90 fois plus massives que le Soleil et qui peuvent être jusqu'à 1 million de fois plus lumineuses. Ces deux types d'étoiles sont tellement rares qu'on estime que celles de type B ne représentent qu'un à 2% de toutes les étoiles. Quant à celles de type O, il n'en aurait que 10 millions dans l'univers observable. Ce qui fait 0,0000001%
de toutes les étoiles. En gros des Pokémon Shiny quoi. On pourrait croire que ce type d'étoile a une durée de vie plus longue que les petites parce qu'elles ont plus de carburant à brûler, mais c'est loin d'être le cas. La force gravitationnelle qui pèse sur leur noyau est tellement forte qu'elles doivent fusionner leur hydrogène beaucoup plus rapidement, ce qui leur laisse une phase dans la séquence principale pendant 10 millions d'années maximum. Puis une fois qu'elles ont épuisé leur réserve d'hydrogène et que la température de leur noyau atteint plus de 100 millions de degrés, l'étoile se met à fusionner l'hélium en éléments plus lourds. Mais le problème c'est que les éléments plus lourds produisent de moins en moins d'énergie. Et donc à un moment, l'étoile ne peut plus contrebalancer la pression gravitationnelle et il se passe ça. L'étoile explose en supernova, le truc qui fait bander tous les fans d'astronomie. Et à raison, parce que c'est un des événements les plus énergétiques de tout l'univers et qui peut être facilement plus lumineux qu'une galaxie entière. Bon, j'ouvre juste une parenthèse, là on parle d'un type de supernova en particulier, mais là on s'intéresse uniquement à celles à effondrement de cœur et qui se produisent pour les étoiles massives en fin de vie, type 2 pour les connaisseurs. Et si vous vous y connaissez un peu, vous savez que c'est maintenant qu'on va commencer à avoir des trucs très intéressants. Quand une étoile d'une masse entre 8 et 20 fois celle du Soleil explose en supernova, elle laisse derrière elle une étoile à neutrons. Au moment de l'effondrement du noyau, les protons et les électrons fusionnent pour former des neutrons, d'où le nom d'étoile à neutrons du coup, et on se retrouve avec un objet qui a environ 1 million de fois la masse de la Terre, mais comprimé dans une sphère d'une vingtaine de kilomètres. Voici par exemple une étoile à neutrons à l'échelle comparée à la taille de Manhattan. Elles sont tellement denses que la masse de tous les êtres humains pourrait rentrer dans 1 cm3 d'étoiles à neutrons. Ce sont les astres qui possèdent les champs gravitationnels les plus puissants, juste après les trous noirs. Si vous faites 70 kg et que vous posez le pied sur une étoile à neutrons, vous pesez à présent plus de 7 milliards de tonnes. Mais comme si c'était déjà pas assez, elles sont aussi extrêmement chaudes. Pour rappel, le Soleil c'est environ 6000 degrés à sa surface. Une étoile à neutrons tape facilement la barre des 100 milliards de degrés. Et là aussi il en existe plusieurs types. De base, les étoiles à neutrons, elles ont des champs magnétiques ultra puissants et elles tournent extrêmement vite sur elles-mêmes. Mais elles peuvent parfois avoir une rotation tellement rapide qu'elles forment des faisceaux de rayonnement électromagnétique à leur pôle, et qui, observés depuis la Terre, leur donnent cet aspect scintillant, d'où le nom de pulsar. Mais le plus intéressant, c'est que si en général les pulsars tournent sur eux-mêmes en quelques secondes, voire moins, on a pu en observer certains qui tournent sur eux-mêmes plusieurs fois par seconde. Et quand je dis plusieurs fois par seconde, je parle de 716 fois pour le plus rapide. Et le plus fou, c'est qu'on arrive à retranscrire les ondes radio qu'ils émettent en ondes sonores, et ça donne ça. Puis il y a aussi les magnétars qui sont tout simplement les aimants les plus puissants dans l'univers, avec un champ magnétique 1000 fois plus fort que ceux des autres étoiles à neutrons. Donc si vous vous retrouviez à proximité d'un magnétar, c'est pas que vous seriez directement attiré vers lui, mais c'est carrément les électrons de votre corps qui se détacheraient de leur atome et vous vous liquéfieriez sur place à une distance d'à peine 1000 km. Mais bon, imaginons que vous pouvez vous en approcher. Vous pourriez voir des fractures sur la croûte du magnétar qui sont dues à la puissance de son champ magnétique et qui provoquent des tremblements d'étoiles. Donc ouais, comme des tremblements de terre, mais à la surface d'une étoile. Et plus on s'enfonce dans une étoile à neutrons, plus la matière à l'intérieur devient bizarre. Les neutrons sont tellement compressés les uns les autres qu'ils se touchent et s'arrangent d'abord en forme de gnocchi, puis de spaghetti et enfin de couches de lasagne. Non, je déconne pas, la structure de la matière à l'intérieur d'une étoile à neutrons y ressemble tellement qu'on a appelé ça des pâtes nucléaires. Et je trouve ça quand même vachement drôle. Le pire, c'est que ces pâtes nucléaires sont si denses qu'elles pourraient bien être la matière la plus solide dans l'univers. Finalement, on arrive enfin au cœur de l'étoile. Et même si on n'a aucun moyen de savoir ce qui se passe quand la matière est compressée à ce point, on pense que les protons et les neutrons pourraient se dissoudre en quarks, qui sont les plus petits constituants de la matière connus à ce jour. Certaines particules pourraient même se transformer en quarks étranges et donc former de la matière étrange. Une forme de matière qui théoriquement convertirait tout ce qu'elle rencontre en matière étrange, que ce soit une étoile, un astéroïde ou la Terre, avec nous dessus. Il est tout à fait possible qu'en ce moment même, des milliards de quarks étranges sillonnent l'univers, et que la seule raison pour laquelle on n'a trouvé aucun astre converti en matière étrange, c'est que ces particules sont si petites et l'espace interstellaire si vaste qu'en 13 milliards d'années, aucun quark étrange n'a eu le temps de rentrer en contact avec de la matière. Perso, je préfère me dire qu'il reste bien au fond des étoiles à neutrons. Mais pas de chance, il pourrait également se former lors d'un des événements les plus puissants dans l'univers, une kilonova. Imaginons que deux étoiles d'une masse de 8 à 20 fois celle du Soleil orbitent l'une autour de l'autre. On va les appeler étoile A et étoile B. Bref, elles forment un système binaire jusqu'à ce que l'étoile A arrive à bout de son carburant. Elle explose en supernova et s'effondre en étoile à neutrons. Si l'étoile B reste en orbite autour de sa sœur et s'effondre aussi en supernova, on se retrouve avec un système composé de deux étoiles à neutrons en orbite l'une autour de l'autre. Et comme nos deux étoiles à neutrons concentrent énormément de masse dans un tout petit espace, elles vont émettre des ondes gravitationnelles. Donc des ondes qui traversent l'espace-temps à la vitesse de la lumière et qui sont émises quand des objets très massifs accélèrent. Pour émettre ces ondes, elles vont perdre une partie de leur énergie, ce qui va les attirer l'une vers l'autre. Ce processus peut prendre des millions, voire des milliards d'années, mais ce qui est sûr, c'est qu'au moment où elles fusionnent, elles libèrent une énorme quantité d'énergie. Et c'est dans ces conditions extrêmes que pourrait être créée de la matière étrange. Mais ça, c'est qu'une supposition. Par contre, ce dont on est sûr, c'est que c'est là que sont créés des éléments lourds assez rares dans l'univers, comme le platine, l'uranium
et l'or. Donc ouais, les bombes nucléaires, les catalyseurs de bagnole ou les chiottes en or de Dubaï, de base, c'est des étoiles à neutrons. Et je trouve ça vachement cool. Et enfin, on y est, le moment qu'on attendait tous. On va parler des objets les plus extrêmes découverts à ce jour, qui peuvent atteindre des tailles inimaginables, faire s'effondrer les lois de la physique sur elles-mêmes, et carrément avoir leur propre phobie, la mégalo-héliophobie. On va parler des trous noirs. En 1784, John Michael, ou Mitchell, je sais pas comment on dit, un prêtre physicien astronome de la Royal Society of London, donc pas n'importe qui le gars, publie un article qui dit, à peu de choses près, ceci. Si un objet de même densité que le Soleil avait un diamètre 500 fois supérieur à celui-ci, un corps tombant de manière infinie vers lui sera attiré par une force de gravité telle qu'aucun des rayons lumineux émis par ce corps ne pourrait atteindre le bord de cet objet. Bon, dit comme ça vous évoque peut-être pas grand-chose, mais si on creuse un peu, on comprend que la même année, premier vol en montgolfière, 8 ans avant l'apparition du dollar et 6 ans avant la Révolution française, le mec avait prédit les trous noirs. Bon, il a pas utilisé ce terme-là et lui il parlait d'étoiles obscures, mais il était clairement sur la bonne voie. Et il avait déjà compris l'idée d'une gravité tellement intense que même la lumière ne pourrait pas s'en échapper. Donc le mec est clairement un précurseur en avance sur son temps. Et tout le monde s'en fout. Ses collègues trouvent l'idée intéressante mais le prennent pas au sérieux, et donc dans les années qui suivent, ses travaux tombent dans l'oubli. Jusqu'en 1915, quand un certain Albert Einstein propose sa théorie de la relativité générale. C'est à ce moment-là qu'on comprend que la gravité n'est pas une force, comme le pensait Newton, mais la courbure de l'espace-temps. Donc en gros que le mouvement des astres est influencé par la présence de matière et d'énergie. Mais à ce moment-là, on a seulement le cadre théorique qui permette l'existence des trous noirs. Donc avance rapide, 100 ans plus tard. En 2016, les observatoires LIGO et Virgo confirment la première détection d'ondes gravitationnelles émises par la collision entre deux trous noirs. Et enfin, le 10 juin 2019, l'Event Horizon Telescope prend 7 photos du trou noir M87 situé à 55 millions d'années-lumière de la Terre. Bon, j'espère que vous avez kiffé le cours d'histoire parce que maintenant on rentre dans le cœur du sujet. C'est quoi un trou noir? Parce que bon, on se les représente souvent comme de gros aspirateurs cosmiques qui avalent tout ce qui se trouve sur leur chemin et dont rien ne peut s'échapper, même pas la lumière, mais en vrai, c'est un peu plus compliqué que ça. Déjà, comme pour les étoiles normales et les étoiles à neutrons, il y a plusieurs types de trous noirs. Mais si pour les étoiles à neutrons, elles se forment dans l'énorme majorité des cas lors de l'effondrement d'une étoile, c'est pas forcément toujours le cas pour les trous noirs. Les trous noirs stellaires se forment effectivement quand une étoile d'une masse 20 fois supérieure à celle du Soleil explose en supernova. Ensuite, on a les trous noirs intermédiaires qui, eux, se sont soit formés lors de la fusion de deux trous noirs stellaires, ou alors ils pourraient être nés de l'effondrement gravitationnel d'une étoile de population 3. Ces étoiles qui se seraient formées au tout début de l'univers auraient eu une masse 1000 fois supérieure à celle du Soleil et auraient été 1 million de fois plus lumineuses. Au moment où elles seraient arrivées à court de carburant, elles n'auraient pas explosé en supernova, mais en hypernova, une explosion 100 fois plus puissante. Et elles auraient finalement laissé derrière elles un trou noir. Bon, le truc moins cool, c'est que pour l'instant, on n'a pas vraiment moyen de savoir si ce type d'étoile a effectivement existé. Et enfin, on a les trous noirs supermassifs, d'une masse pouvant aller à quelques centaines, voire plusieurs milliards de fois celle du Soleil, et qui se trouvent au centre de la plupart des galaxies. Pour les plus connus, on a Sagittarius A avec 4,3 millions de masses solaires pour la Voie lactée, et M87, mentionné plus haut, avec ses 6,5 milliards de masse solaire. Et fun fact, il a été surnommé Poweri pour rendre hommage à l'observatoire Mauna Kea qui a aidé à la création de cette image. Poweri, là aussi je sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas en hawaïen, ça signifie le crépuscule orné de ténèbres. Et c'est quand même super stylé comme nom. Mais là vous vous demandez peut-être, c'est quoi le maximum où on peut aller en termes de masse? Eh bien on a 3 candidats. IC 1101 entre 50 et 100 milliards de masses solaires qui se trouve au centre de la galaxie du même nom et qui s'avère être la plus massive de l'univers. TON 618, aussi assez connu celui-là, avec ses 66 milliards de masses solaires. Et enfin Phoenix A, qui, si les estimations sont correctes, parce que oui, vous vous doutez bien qu'estimer la masse d'un truc qui se trouve à 5,8 milliards d'années-lumière de la Terre, ça se fait pas en 2 semaines, pourrait être le premier trou noir avec une masse supérieure à 100 milliards de masse solaire. Son horizon des événements, donc la zone noire où plus rien ne peut s'en échapper, aurait un diamètre de 0,062 années-lumière, soit 100 fois la distance entre le Soleil et Pluton. Si vous vouliez en faire le tour à la vitesse de la lumière, ça vous prendrait 71 jours. Pour la Terre, c'est ça. Bref, j'aurais beau vous balancer des chiffres et des comparaisons, il n'y a aucun moyen pour notre esprit de concevoir l'abîme sans fin que représente ce genre d'objet. Et je peux comprendre que certains éprouvent du malaise rien qu'à l'idée de ces trucs. Et même si on a souvent pensé qu'ils allaient être les seuls objets de l'univers à être immortels, ça semble pas être le cas. À l'échelle quantique, il y a constamment une paire de particules et d'antiparticules qui apparaissent. La plupart du temps, elles se désintègrent instantanément. Mais lorsque l'une de ces paires se forme près de l'horizon d'un trou noir et que l'une des deux particules tombe dedans, sa sœur se retrouve seule sans pouvoir se désintégrer et s'échappe dans l'espace. Et pour faire ça, elle vole une part minuscule de la masse du trou noir. Plus il perd de la masse, plus il se réchauffe. Et plus il se réchauffe,
plus il s'évapore vite, jusqu'à ce que finalement il se soit complètement évaporé et qu'il disparaisse dans une énorme explosion. Ça, c'est le rayonnement Hawking, un processus qui, comme vous l'avez deviné, prend extrêmement longtemps. Genre beaucoup trop longtemps pour qu'on essaie de se le représenter. Mais à partir de là, on peut se poser une question. Qu'est-ce que devient la matière qui est tombée dans le trou noir pendant des milliards et des milliards d'années? Parce que selon les lois de la physique, l'information contenue dans la matière ne peut pas être détruite. Vous connaissez sûrement la citation de Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Par exemple, si vous allumez un feu dans votre cheminée et que vous y faites brûler un livre, le livre ne disparaît pas dans le néant, il est juste sous une autre forme, des cendres. Et théoriquement, si vous arrivez à récupérer tous ces atomes et à les réarranger correctement, vous pourriez à nouveau avoir exactement le même livre. Mais qu'est-ce qui se passe si, au lieu de cramer le livre, vous le balancez dans un trou noir? Bah là, il y a un paradoxe, parce que l'information contenue dans la matière, donc le livre, on sait pas où elle va, alors que ça devrait pas pouvoir être le cas. Et ça, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'information. Et le pire, c'est que les théories pour résoudre ce paradoxe sont encore plus bizarres que le paradoxe lui-même. Mais ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, donc dis-moi en commentaire si t'es chaud. Bon, là on est au dernier niveau. On va arrêter de s'intéresser aux objets qui sont faits de trucs chiants comme les protons, les électrons et les neutrons pour aller voir du côté des étoiles exotiques. Par exemple, on a les étoiles à boson, qui seraient faits de bosons du coup, mais qui seraient aussi en fait des actions ou des gravitons. Enfin bref, c'est compliqué. À cause des propriétés de la matière dont elles seraient composées, ces étoiles seraient complètement invisibles. En fait, elles n'émettraient aucune lumière visible et le seul moyen de les détecter serait par leur influence gravitationnelle. Mais pour l'instant, on n'en a observé aucune. À moins qu'elle soit en fait responsable de la matière noire. La force qui représente un quart de la masse de toutes les galaxies et qu'on n'arrive toujours pas à expliquer. Il se pourrait donc en fait que ce soit d'énormes étoiles à boson qui entourent les galaxies et qui n'interagiraient pas avec leur matière, hormis par leur influence gravitationnelle. Un autre type d'étoile exotique, ce seraient les étoiles à quarks, donc qui seraient composées uniquement des plus petits constituants de la matière. Si pendant des événements cosmiques ultra énergétiques, comme une collision d'étoiles à neutrons ou une supernova, la densité et la pression étaient suffisantes, les neutrons et les protons pourraient se désintégrer en quarks et donc former une étoile encore plus petite et encore plus massive qu'une étoile à neutrons. Et il se pourrait aussi que, au lieu d'être formée de quarks up and down, donc la matière normale, elle soit composée de quarks étranges. Ouais, encore eux. On passe à un truc encore plus improbable, les étoiles trous noirs ou les quasi-stars. Imaginez une étoile extrêmement massive et extrêmement grande qui aurait pour noyau un trou noir. Elles auraient existé très tôt au début de l'univers, bien avant que celles qu'on a aujourd'hui ou même celles de Population 3 apparaissent. Et pour mettre tout ça en perspective, si on compare leur taille et leur masse, aujourd'hui, les étoiles les plus extrêmes sont environ 200 fois plus massives que le Soleil et 2000 fois plus grandes. Une étoile de Population 3, dont on a parlé plus haut, aurait une masse 1000 fois supérieure au Soleil et un rayon 10 000 fois supérieur. Une quasi-star pourrait avoir eu un rayon 800 000 fois supérieur au Soleil et avoir été 10 millions de fois plus massive. C'est plus massif que le trou noir au centre de la Voie lactée. Et certaines théories proposent même qu'elle pourrait être à l'origine des trous noirs supermassifs au centre des galaxies. Dans le même genre, on a les objets de Tanzitco, une étoile supergéante qui a pour cœur une étoile à neutrons. Aussi assez improbable comme truc et pas étonnant qu'on n'en ait pas encore observé, parce que déjà il nous faut un système binaire avec deux astres qui sont déjà assez rares tout seuls, une supergéante et une étoile à neutrons. Ensuite, il faut que se produisent des interactions assez bizarres entre les deux pour qu'au final, l'étoile à neutrons passe sous les couches extérieures de la supergéante. En plus, vu les conditions assez extrêmes que ça provoquerait, l'étoile ne pourrait pas vivre très longtemps parce qu'elle se ferait littéralement dévorer de l'intérieur par l'étoile à neutrons. Et au final, il ne restera qu'un pulsar avec un énorme disque d'accrétion qui s'effondrera finalement en trou noir. Et fun fact, cet objet a été théorisé, comme son nom l'indique, par Anna Zitko, une physicienne polonaise, et aussi par Kip Thorne, prix Nobel de physique de 2017 et qui a été consultant sur le film Interstellar. Il a d'ailleurs sorti un bouquin sur le film qui doit être très bien, mais que j'ai pas lu. Mais bon, assez parlé des trucs dans des étoiles, allons voir du côté des étoiles qui pourraient se trouver dans des trucs, les étoiles de Planck. Ces objets pourraient se former lorsque la densité d'énergie d'une étoile en effondrement atteint la densité de Planck. La densité de Planck, c'est théoriquement le moment où la relativité générale, donc l'infiniment grand, et la mécanique quantique, l'infiniment petit, se rejoignent et s'unissent. On se retrouverait donc avec une étoile de Planck qui serait l'objet le plus petit et le plus dense possible dans l'univers. Et si vous vous y connaissez un peu, ça doit vous rappeler le concept de singularité gravitationnelle, donc un point où l'espace et le temps deviennent infinis. Mais les lois de la physique, elles aiment pas ça l'infini. N'empêche que c'est comme ça que pour l'instant, on explique les trous noirs qui s'effondrent en un point infiniment petit. Ou même le Big Bang qui serait apparu à partir du même genre de point. Mais il se pourrait que, au lieu d'avoir une singularité, ce serait le reste de l'étoile en train de s'effondrer qui se trouverait au fond du trou noir. Et une fois qu'elle aura atteint la densité de Planck, elle inverserait le processus pour former un trou blanc et rejeter toute la matière qu'elle a accumulée pendant des milliards d'années. Bon, après tout ça c'est soutenu par des maths assez vénères, c'est purement théorique, et comme c'est par définition impossible de voir ce qui se trouve à l'intérieur d'un trou noir, on n'aura sûrement jamais aucun moyen de vérifier si c'est vrai ou pas. Ce qui est d'ailleurs aussi le cas pour le dernier objet de l'iceberg,
mais pas pour les mêmes raisons. Si on part du principe que les briques fondamentales de la matière restent telles qu'elles sont sur le très long terme, on se retrouve avec un truc bizarre. Est-ce que vous vous souvenez des naines noires? Eh bien après un temps extrêmement long de l'ordre de 10 puissance 1500 années, donc un 1 suivi de 1500 zéros, tous les protons qui la composent pourraient fusionner en fer par effet tunnel, un processus extrêmement long qui donnerait naissance à une étoile de fer. Donc si on laisse mijoter assez longtemps, toute la matière de l'univers pourrait se transformer en fer. À la fin, il ne restera donc plus que des étoiles à neutrons, des résidus de planètes et des étoiles de fer dérivant dans l'espace pour l'éternité. Bref, assez déprimant comme futur. Même si c'est peu probable qu'il y ait encore quelqu'un à ce moment-là pour assister à ça. Like et abonne-toi si t'as kiffé.